Bonjour et bienvenue à ce premier 1345 de l'année. Aujourd'hui, nous recevons Dewi Brunet, artiste plieur en résidence dans l'équipe Projet Defrost, résidence qui est permise par le projet AirLab du service culture de l'Université de Lille. Bonjour Dewi. Bonjour. Alors, avant de commencer et pour laisser au dernier le temps d'arriver, deux petites choses. La première, c'est comme d'habitude, un appel à volontaires pour les prochains 1345. Voilà, proposer vos sujets de recherche. On est aussi là pour en discuter, voir comment on peut les expliquer, voilà, travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas à contacter Service Communication si vous voulez proposer votre sujet. Donc voilà, un court appel à volontaires. Le but, c'est pas de prendre trop de temps là-dessus. Deuxième chose, c'est qu'à la fin, il y aura un échange des questions-réponses. Pour cela, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions uniquement et pas dans le chat. Ça peut vite être noyé et l'objectif, c'est qu'on puisse voir vos questions. Donc voilà, donc l'onglet questions, il est en bas à droite de l'outil Livestorm. Sans plus attendre, Dewi, je te laisse la parole. Merci. Donc, j'ai une petite présentation de 20 minutes et après, je vous montrerai un peu des pliages que j'ai amenés aussi en vrai. Donc, je vais commencer un peu par me présenter également l'équipe Defrost. Et puis, je vais parler surtout de l'origami et de ses liens avec la science et en particulier la robotique, en prenant des exemples très concrets. Donc, en deux mots pour me présenter, je m'appelle Dewi Brunet, je suis un artiste plieur qui vient de Bruxelles. Et je suis spécialisé notamment dans 4 domaines du pliage, ce qu'on va appeler le pliage monumental, donc des grandes structures, notamment en application dans l'architecture. Le froissage structuré, une technique particulière de pliage fait de nombreux plis, avec beaucoup d'inspiration biomimétique. Le plissage textile, donc une autre discipline encore du pliage appliquée au textile. Et puis plus récemment, je m'intéresse à l'oribotique, sujet aussi de ma recherche ici, donc oribotique au croisement de l'origami et de la robotique. Et alors, l'origami, en général, le pliage, donc je vais expliquer ce que c'est que l'origami. Et moi, je me présente en tant que plieur, puisque je ne fais pas que du pliage de papier, mais vous voyez que je plie aussi d'autres matières. Et au-delà d'une technique, je considère le pliage comme un champ de recherche, en fait, et voire même un champ philosophique de rapport au monde, en fait. Parce que si on observe de plus près la nature, comment elle est organisée, structurée, on remarque que la plupart est organisée en plis à l'échelle de notre peau, de notre cerveau, voire même des montagnes. La matière s'organise en pliage structuré. Et donc, je collabore ici depuis septembre avec l'équipe Defrost de l'INRIA, donc équipe qui est spécialisée en robotique souple, donc qui construisent des robots non pas durs comme la robotique classique, on va dire, mais des robots souples qui vont avoir des applications beaucoup plus adéquates, notamment dans le domaine de la médecine, par exemple. Et l'équipe est spécialisée notamment sur la modélisation de ces robots et de ces mouvements pour comprendre comment ils interagissent, voilà, notamment à travers le logiciel SOFA. Alors rapidement, un petit quiz pour savoir de quelle matière sont faits les robots développés par Defrost. Vous avez 4 réponses possibles, donc papier, métal, silicone et carbone. Je laisse encore quelques secondes. Bon, Dewi, je pense qu'ils ont quasiment tous trouvé la bonne réponse. Je te laisse commenter. Ça va, bon, je pense que vous avez trop la bonne réponse, il y a quand même des hints sur les photos. Donc effectivement, l'essentiel des robots que construisent l'équipe Defrost sont constitués de silicone. Donc silicone qui permet d'être voilà, déformable justement. Et donc moi, ma collaboration avec l'équipe a déjà commencé en fait en 2019 avec une première collaboration où je cherchais en fait depuis un certain temps à robotiser mes créations pliées. Et donc, je suis arrivé à l'équipe avec plein de pliages, différentes matières, et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de liens, puisqu'on travaille tous les deux en fait avec des structures déformables, eux en silicone et moi plutôt en papier et textile. On a des inspirations aussi communes, qui s'inspirent souvent du vivant. Donc, leurs robots sont parfois inspirés des trompes d'éléphants ou des pieuvres, par exemple. Et moi, je m'intéresse, comme vous l'avez vu aussi, beaucoup aux structures pliées qu'on retrouve dans la nature. Donc ça, c'est une première collaboration qui a abouti à une première œuvre en 2019 que je présenterai par la suite. Et donc maintenant, je suis depuis septembre 2021 en résidence dans l'équipe
grâce donc à la résidence AirLab, artiste en immersion en recherche dans un laboratoire, organisé par l'Université de Lille, le département culture, et qui propose chaque année à 2 artistes de collaborer avec un laboratoire de recherche et qui montre vraiment en fait l'intérêt de croiser l'art et la science. Et plus précisément, moi, mon programme de recherche-création qui s'intitule Plantoid Ori, donc au croisement des plantes, des robots et du pliage, et où je cherche à me questionner sur comment développer de nouvelles voies de sensibilité vers le règne végétal, les humains et les robots, en créant justement donc des robots souples faits de pliage ou de froissage, inspirés notamment du règne végétal, qu'on a tendance à souvent oublier, en tout cas à considérer ou bien comme un objet de décoration, une ressource. Et on le voit aussi dans le monde des sciences que la plupart de ce qu'on appelle le biomimétisme, donc l'inspiration au vivant, se cantonne souvent au règne animal, en oubliant les autres règnes comme le végétal qui représente quand même 80% de la biomasse terrestre. Donc voilà. Et maintenant, je rentre dans le vif du sujet pour vous parler un peu plus d'origami, de pliage et de ses liens avec les sciences. Donc là, je reviens un petit peu aux origines quand même. Donc de l'origami. Origami qui veut dire donc pliage de papier en japonais. Et pour faire un rapide historique, finalement, l'origami apparaît au Japon avec l'apparition du papier, à peu près qu'on date au 1er siècle. Et c'est au moment où il va être importé au Japon au 7e siècle que vraiment la pratique de l'origami va commencer à se développer. Pour autant, l'origami va rester en fait pendant des siècles et des siècles une pratique traditionnelle et cantonnée plutôt à des cérémonies religieuses, donc des mariages, des enterrements, etc. Et on a tendance à penser que voilà, l'origami est effectivement une pratique ancienne, traditionnelle, japonaise. Alors c'est le cas de manière historique, on va dire, mais on se rend vite compte quand on s'intéresse à ce sujet qu'en fait l'origami est aujourd'hui une pratique vraiment internationale et extrêmement moderne. On va dire qu'on est aussi au début de l'origami. Et là, je fais un bond dans l'histoire pour passer en 1954, qui pour moi marque un peu le début en fait de l'origami moderne, grâce à un monsieur qui s'appelle Akira Yoshizawa et qui était un peu le premier, enfin, à dédier sa vie à l'origami et à trouver aussi les premières applications, notamment pour expliquer des principes géométriques. Alors, il va être très prolifique dans le nombre de modèles qu'il va créer. Il va en créer plus de 50 000. Et surtout, ce qui va révolutionner cette pratique, c'est qu'il va publier, notamment dans ce livre que vous avez à droite, The New Art of Origami, les premières bases de ce qu'on appelle le langage de l'origami. Un langage que vous avez peut-être vu dans ce qu'on appelle des diagrammes en origami. Donc là, à droite, vous avez un diagramme de la girafe. Donc une girafe qui est décomposée en étapes pour pouvoir la plier. Donc étape par étape, on peut refaire les plis pour faire ce modèle. Ce qui est assez unique dans cette façon d'expliquer, c'est qu'en fait, même si on voit qu'il y a du texte, le langage de l'origami pour apprendre, Akira Yoshizawa va le baser sur des signes, sur des symboles, donc des lignes, des points, des traits, et ce qui va permettre en fait à l'origami de vraiment s'internationaliser à partir des années 50, puisque un japonais ou un russe peuvent se comprendre sans vraiment partager le même alphabet, mais ils vont pouvoir se comprendre à travers ce nouveau langage de l'origami constitué de signes et de symboles. Et ça va être une révolution dans le monde de l'origami, et on va voir que c'est vraiment à partir de 1950 que l'origami va s'internationaliser. Si on regarde, plus de 80% des modèles en fait, d'origami ont été créés dans les 100 dernières années. La plupart des grands artistes qui composent ce champ sont encore vivants. Donc en fait, c'est une pratique, pour moi en tout cas, tout à fait moderne. Et surtout, depuis les années 50, il y a énormément de domaines et de disciplines qui vont commencer à regarder l'origami d'un peu plus près et à sortir des caricatures de se dire que c'est pour les enfants ou c'est quelque chose de décoratif, mais qu'en fait, il y a un vrai intérêt, notamment pour le monde des sciences, de s'y intéresser. Donc alors, dans ce diagramme, vous voyez qu'il y a toute une série d'exemples qui vont apparaître dans le domaine de la robotique, de l'architecture, de la biologie, des matériaux, etc. Et qui prennent vraiment les avantages en fait du pliage. Et donc là, je vais vous présenter un peu quelques exemples, notamment des liens avec la robotique. Donc,
Une des personnes, en tout cas, qui a aussi développé ça, c'est Birota Kressling, qui est architecte de formation et qui s'est beaucoup intéressé aux structures, justement, dans la nature. Donc, qui a fait des parallèles, notamment, par exemple, avec les feuilles des arbres ou le coquillage que vous avez là, pour reproduire les formes en architecture. Et elle s'est aussi, elle a regardé de près aussi comment on se compose, en fait, et comment s'organise la matière, donc en s'inspirant du vivant. Donc, si vous regardez effectivement, un bourgeon de fleurs se déplie intelligemment pour pouvoir s'ouvrir. Et elle a regardé aussi comment est-ce qu'en papier, les structures s'organisent, s'optimisent en tout cas à travers le pli. Donc là, on la voit donc rouler un cylindre de papier et l'écraser, et on voit apparaître en fait une structure tout à fait organisée. Et donc ça, effectivement, si on écrase une canette, par exemple, de manière vraiment parallèle, on va apparaître ces plis-là. D'ailleurs, ces plis ont pris son nom, on appelle ça le pli Kressling. Alors, un autre très connu aussi dans le champ du lien entre origami et science, c'est Robert Lang, qui est un physicien et qui va être connu à la fois dans le monde de l'origami pour avoir développé toute une méthode de construction de modèles figuratifs, et dans le monde scientifique, il va être très connu puisqu'il va collaborer pendant plus de 20 ans, et encore maintenant, avec la NASA, notamment pour développer des panneaux solaires dépliables. Et alors, on en voit des tonnes d'exemples, notamment au sein du Jet Propulsory Laboratory de la NASA, qui utilisent des systèmes de ce qu'on appelle des flashers. Je vous montrerai ça à la fin. Et puis, on voit également dernièrement des utilisations du pli dans le dépliement du James Webb télescope. Et on voit que effectivement là, il y a cette contrainte d'espace qui est primordiale. Ce pourquoi ils ont donc choisi Ariane 5 déjà comme fusée. Et ils doivent rentrer donc un élément qui fait quasiment la taille d'un terrain de tennis dans une petite capsule, et surtout qui puisse se déplier facilement. Et donc en fait, on voit que l'origami ici, le pliage en général, va pouvoir répondre à beaucoup de problématiques qui reviennent souvent, de comment on fait rentrer une grande matière dans un petit espace et comment est-ce que celle-ci se développe et se déplie facilement. Donc ici, c'est une collaboration ESA-NASA et qui vient d'être déployée il y a quelques semaines. Et donc là, à nouveau, petit quiz. Donc la question, c'est combien de fois doit-on plier un papier sur lui-même pour atteindre la Lune? Et là, on rappelle quelques notions, sachant que le papier fait 0,1 mm d'épaisseur et que la distance Terre-Lune est 384 000 km. On vous laisse un peu plus longtemps que tout à l'heure pour ceux qui voudraient s'essayer au calcul. Sinon, on va parler plutôt d'ordre de grandeur. On va laisser quelques secondes, donc en quelques secondes encore. Alors, contrairement à tout à l'heure, les réponses sont plus partagées. On a 10 personnes qui pencheraient pour 420, 6 personnes pour 42 et 4 personnes pour 42 000. Dewi, je te laisse commenter. Ben, c'est bien, on a une variété de questions cette fois-ci. Donc la réponse, sans plus attendre, c'est 42. Donc effectivement, en fait, là, c'est les questions d'exponentialité, puisque la matière, en fait, double de taille à chaque pli. On la plie en deux, puis on la replie en deux, puis on la replie en deux. Et donc, en fait, à 42 plis, on atteint des sommes assez astronomiques. Et du coup, si on la replie en 43 après, on revient sur la Terre, logiquement. Donc là, on voit aussi qu'avec une simple feuille, alors en théorie, il faudrait trouver une feuille gigantesque. Donc c'est plutôt la théorie, mais on voit en tout cas que même avec des matières simples, on peut atteindre la Lune. Alors, pour continuer un peu sur les exemples, et là pour rentrer plus dans le lien origami et robotique, donc ça c'est notamment un exemple aussi d'une collaboration de l'université d'Harvard et du MIT, et ils travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle les self-folding robots, donc des robots qui se plient tout seuls, et donc là qui ont été construits plutôt avec une découpeuse laser, et qui sont après donc retirés, on installe des moteurs, et par des actionnements intelligents, on voit que le robot se replie et va commencer à bouger.
Donc voilà, vous voyez l'idée. D'autres qui sont vraiment précurseurs sur ces liens origami science, c'est Martin et Eric de Maine. Donc Eric de Maine que vous avez à droite, qui est un petit génie, puisque ça va être un des plus jeunes professeurs du MIT. Il va finir sa thèse, je crois, à 18 ans. Et il va beaucoup s'intéresser notamment aux mathématiques qu'on retrouve derrière le pliage. Alors pour ceux qui sont très forts, il propose un MOOC sur le site du MIT, justement, sur les algorithmes et le pli. Et puis, ils vont aussi pouvoir travailler sur cette structure de pli courbe qui est aujourd'hui dans les collections privées du MoMA. Et ils sont très connus aussi parce qu'ils vont travailler avec un autre artiste très connu de l'origami qui s'appelle Tomohiro Tashi. Et ensemble, dernièrement, ils ont notamment créé un algorithme qui s'appelle Origamizer et qui est vraiment un algorithme précurseur pour expliquer que n'importe quelle matière peut être pliée sur n'importe quelle forme. Donc, ils ont pris l'exemple du lapin. Ils ont pris un lapin et grâce à Origamizer, ils peuvent générer ce qu'on appelle ici un crisp pattern en anglais, donc un patron de pli. Donc, si on dépliait la feuille complètement du lapin, on aurait ça. Donc, c'est l'ensemble des plis, montagnes et vallées qui apparaissent sur la feuille et qu'il est nécessaire de plier pour atteindre une forme 3D. Et eux, grâce à cet algorithme, ils ont permis donc de modéliser n'importe quelle forme, de la remettre à plat et de pouvoir évaluer tous les plis nécessaires pour refaire la forme. Alors un autre exemple qu'on voit souvent aussi dans le lien des applications de l'origami, c'est ce qu'on appelle les préhenseurs. Donc c'est des éléments qui vont attraper des objets. Et donc là, c'est un projet du MIT qui utilise un origami que je vais vous présenter aussi après. Et là, l'avantage, c'est comme avec les robots souples, c'est qu'en fait, l'origami fait de matière déformable va permettre de s'adapter en fait aux structures. Et donc ça, pour transporter notamment des objets, pour la logistique, ça a plein d'applications assez intéressantes. Voilà, pareil, ce type de robot, donc les préhenseurs, c'est aussi quelque chose que l'équipe Defrost développe. Alors, toujours normalement sur ce même pliage, on a un autre exemple qui vient de l'université de Séoul, et donc qui utilise le même pli, mais pour une autre application. Donc plutôt fait à base de... Alors je vais passer juste le début. Et donc là, c'est plutôt un robot qui bouge et qui s'adapte donc à toutes les structures en ayant deux roues faites de matière déformable. Et donc ce même pliage, en fait, si vous avez bien observé, ça a été la base de notre collaboration avec l'équipe Defrost de INRIA. Et donc on a pu, nous aussi, trouver un actionnement. Donc ici, l'équipe a créé un actuateur linéaire pour transformer un mouvement rotatif en mouvement linéaire, pour que je puisse donc animer cet objet aussi et l'intégrer dans mes créations. Je vais vous montrer juste après. Donc j'arrive un peu à la fin de ma présentation. C'est court, je suis allé très vite. Pour ceux qui veulent, pour ceux que ça a intéressé tous ces exemples, je vous invite à... Bon alors, il y a plein de vidéos sur YouTube et il y a 2 grands documentaires qui existent aussi, qui présentent comme ça plein d'exemples, des liens entre l'art et la science. C'est notamment Between the Folds et The Origami Code, qui sont très très intéressants. Voilà, et puis si vous voulez suivre un peu ce que fait l'équipe Defrost de INRIA et mon travail, n'hésitez pas à nous suivre sur nos sites internet ou sur les réseaux. Merci pour ta présentation. Il y avait déjà une question tout à l'heure qui était: est-ce qu'il y a une limite au nombre de pliages possibles d'une feuille donnée? Eh ben, très bonne question. Ça aurait pu être aussi un troisième quiz. La légende urbaine dit que c'est 7 ou 8, si je me rappelle bien. Vous pouvez faire le test chez vous en prenant une feuille à 4 ou une feuille. A priori, 7, 8, c'est le maximum qu'on peut plier, mais il y en a qui ont brisé le mythe, notamment l'équipe de Mythbusters. Vous pourrez trouver la vidéo sur YouTube. Ils ont loué une énorme salle, ils ont loué dans un chantier qui écrase normalement le béton, et ils ont pu arriver à 12 ou 13 plis, je pense. Mais au-delà, c'est très dur puisqu'on a cette question de compression de matière qui double à chaque fois et qui, notamment sur les bords, va être très contraignante.
Donc ça, c'est en superposition. Après, il n'y a pas de limite dans le froissage, il y a 1 milliard de plis qui sont répartis. Et quelle machine CNC pour gaufrer le papier avant pliage? Bonne question. Moi, je m'intéresse effectivement beaucoup à l'utilisation aussi un peu des machines, parce que a priori, dans l'origami et le pliage, c'est un peu ça qui est magique. On a besoin juste de nos mains et une matière. Mais on voit rapidement qu'effectivement, si on veut usiner des pièces ou être plus précis, certaines machines, notamment effectivement des techniques de gaufrage, vont être très utiles. Alors, CNC, c'est peut-être un peu trop puissant. Moi, j'ai beaucoup utilisé plutôt des découpeuses vinyles ou des découpeuses laser, des traceurs numériques en fait, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup en 3D. Donc, utiliser plutôt un traceur numérique avec un pointeur, en fait, ça peut être un big vide ou un embosseur, comme on l'appelle en reliure, et donc il va venir marquer en fait le papier. On peut se faire aussi des gabarits faits à la laser, où on va venir pareil embosser à la main. Après, toutes ces techniques permettent d'embosser, donc de marquer la trame, les plis. Il faudra quand même plier à la main après. Pour l'instant, les applications, il y a des machines vraiment qui plient à la main. Il faudrait plusieurs bras robotisés parce qu'on rentre tout de suite dans des questions de passage en 3D avec des formes complexes. Mais le gaufrage peut être tout à fait fait, je pense, effectivement à la CNC ou bien au traceur numérique. Alors pour rebondir, il y a pas mal de logiciels pour générer automatiquement les CP, par exemple le TreeMaker de Lang. Qu'est-ce que tu penses d'un point de vue non scientifique? Qu'est-ce que c'est utile à la pratique artistique ou est-ce que ça casse la magie? Ouais, bonne question. Est-ce que ça casse la magie? J'ai envie de dire, moi je rappelle toujours qu'en art, la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas, quoi. Donc, il y a des grands dogmes dans le monde de l'origami. Parfois, effectivement, dans des conventions d'origami ou autres, je m'étonne que sortir un ciseau ou de la colle, certaines personnes vont trouver ça, euh, voilà, qu'on n'est plus dans les règles de l'art de l'origami, sans couper, sans coller, etc. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Donc, si ça peut aider à aller plus loin dans des nouvelles formes, dans des nouvelles inspirations, très bien. Et je connais plein d'origamistes, effectivement, de plieurs qui, comme moi, s'intéressent de près à la génération, effectivement, de patterns pour aller plus loin dans leur pratique. Notamment dans tout ce qui concerne les tessellations, qui ont besoin d'avoir une grille de départ très, très complexe avant d'aller dans une étape beaucoup plus créative. Quelqu'un qui rebondit encore, donc fuse ou fuse n'est pas plutôt du modulaire, c'est-à-dire assemblage de pièces pliées? Oui, effectivement, il y a aussi je suis pas sûr de comprendre la question, mais il y a du modulaire qui existe en origami, donc c'est une des branches, effectivement, qui est plutôt, je crois que j'en ai un exemple ici, donc ça c'est un modulaire, par exemple. Donc il est composé effectivement de trois papiers qu'on vient assembler ensemble. Alors ça peut être pratique effectivement pour plein de choses, pour construire des formes en 3D, etc. Après, en ayant 3 matières séparées, on va gagner des choses, on va aussi en perdre. L'avantage d'avoir qu'une seule et même feuille, c'est que du début à la fin, on a la même matière, c'est juste qu'on a changé sa structure et elle acquiert des nouvelles propriétés structurelles, etc. Là, les propriétés structurelles vont être plutôt liées aux questions d'assemblage. Une autre question qui vient d'arriver. Y a-t-il dans votre équipe une étude des matériaux pour tester la résistance, mémoire de forme, ratio épaisseur-résistance ou autre? Je pense pas qu'au sein de l'équipe Defrost directement on a ça, mais qu'ils ont les contacts pour faire des tests de résistance avec d'autres laboratoires avec qui ils travaillent pour avoir des machines qui vont replier ou voir jusqu'à quel moment la matière va casser. Alors, on s'appuie sur les connaissances des matériaux a priori qu'on utilise. Et depuis peu, justement, notamment avec le travail de Félix Vallest, qui pourrait peut-être faire l'objet d'un 1345. Mais donc, il travaille sur des mousses qu'on imprime en 3D. Et donc, le truc, c'est qu'on connaît a priori les propriétés du matériau qu'on utilise. On connaît à peu près, quand on crée les mousses, les propriétés qu'on va avoir, mais des fois, il y a des défauts de fabrication, des choses comme ça. Donc, en fait, on vient de développer un algorithme qui permet d'essayer de retrouver les paramètres, justement. Après, une fois que le robot est construit, on recalibre le robot en modifiant les paramètres pour que ça colle le plus possible au vrai robot. Voilà. Merci. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce que tu travailles avec du washi, paper et ensuite, est-ce que tu passes à d'autres matériaux?
Alors pour mes prototypes, j'ai effectivement le washi paper, comme on appelle le papier japonais, enfin de meilleure qualité. Moi, pour mes prototypes, j'ai tendance à travailler plutôt avec du papier canson ou des matières, même du papier A4, etc. pour les prototypes. Et après, effectivement, je passe assez rapidement sur d'autres matières. Pour le froissage, ça va être du papier extrêmement fin, papier de soie, papier sulfurisé, papier à cigarette. Et puis pour les autres matières, après, effectivement, je travaille beaucoup en blanc, donc ça va être beaucoup des papiers à dessin ou autres, qui ont un grammage un peu plus élevé, qui sont un peu plus résistants. Et puis pour l'origami classique, je vais me tourner effectivement sur du washi qui ont des couleurs, des fibres aussi un peu plus denses, qui permettent une résistance plus forte. Après, je m'intéresse à plein de matériaux, comme les tissus aussi, et tout ce qui concerne aussi plus récemment les biomatériaux. Donc, j'ai testé aussi de plier du cuir de champignon, du cuir de poisson. Il y a du papier pierre qui existe aussi. Il y a plein de nouveaux matériaux qui sont en train d'être développés. Il y a aussi quelqu'un dans l'équipe, pareil, d'Efros qui vient d'arriver, qui travaille aussi sur une recherche sur est-ce que créer des robots à base de matières biosourcées. Puis je pense que c'est un complément d'une question, David qui demande si tu utilises des impressions multi-shore. Non, du coup, j'avais déjà répondu. J'avais fait non, mais c'était court, du coup. Non, mais effectivement, on a eu une imprimante 3D qui était où il y avait deux buses, donc on pouvait effectivement jouer avec deux matériaux. Et short, c'est un peu est-ce que enfin, ça donne un peu une idée de la rigidité du matériau. Et du coup, effectivement, on pouvait jouer avec ça. Il y avait un autre truc. Il existe aussi des matériaux d'impression 3D qu'on imprime et qui sont durs en fait à l'impression, mais après on les met dans un liquide et ça se ramollit. Mais en fait là, bon, pour l'instant, enfin disons que nous au niveau moyen, impression 3D, on utilise des choses très simples. Après, voilà, c'est des choses qui existent dans d'autres labos, etc. Pour l'instant, on n'a pas eu trop besoin, mais auxquels on pourrait faire appel euh, dans les futurs travaux qu'on fait de l'équipe. Ouais. Merci Christian. Est-ce que tu t'intéresses à des matériaux qui réagissent à des stimuli de température, d'humidité ou de lumière pour faire des structures actives? C'est typiquement quelque chose que j'ai pas exploré, mais que j'aimerais bien explorer. J'avais un peu testé rapidement le fil de nitinol, notamment, qui permet d'envoyer un courant et de le faire revenir. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça, mais que j'ai pas encore pu tester. Pour l'instant, je teste surtout des actionnements plutôt mécaniques, on va dire. Et puis tout ce qui est question des capteurs pour générer des stimuli en fonction de de lumière, de son ou de présence. Mais bienvenue pour collaborer si vous voulez. Merci. Donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va conclure et pourquoi pas envoyer des mails à Dewi. Je vous remets aussi son site pour voir un petit peu, parce que je sais que tout à l'heure on a pu voir difficilement certaines de tes œuvres, donc je pense que ça peut être intéressant en complément de voir un peu mieux. Donc n'hésitez pas à aller, je viens de mettre le site à l'instant. Merci beaucoup Dewi pour ta présentation. Merci à vous pour vos questions et vos interactions. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi et à bientôt pour un nouveau 1345.